Les Malouines entre la guerre et la paix, nouveau raid britannique ce matin, les consultations diplomatiques continuent. La France et l'Allemagne restent solidaires de la Grande-Bretagne, déclarent à Hambourg messieurs Mitterrand et Schmitt. Le projet de loi sur l'audiovisuel adopté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les communistes se sont abstenus. Football, Saint-Étienne et Paris Saint-Germain s'arrachent ce soir la Coupe de France. Madame, Monsieur, bonsoir. La vidéo envahit nos mœurs, même les mœurs syndicales. Ce sont des négociations d'un nouveau type qui ont commencé ce matin au siège de Citroën à Paris pour tenter de débloquer le conflit entre direction et syndicats. Des négociations où les différentes délégations, tout en étant dans le même lieu, sont physiquement séparées et ne communiquent entre elles que par un système de télévision interne. Une façon un peu compliquée et coûteuse de tourner. Je suis assis à la table de la direction et je dispose devant moi des 5 écrans qui filment dans chaque salle les différentes organisations syndicales. La CGT et la CFDT qui sont ensemble, la CSL, Force ouvrière et la CFTC et la CGC. Si la direction dispose de 6 écrans, les syndicats n'en ont qu'un par salle. Ils ne voient que celui qui parle. Pendant 1h30 ce matin, on a bataillé ferme contre cette inégalité, somme toute peu dramatique. La direction aurait dû louer plus de 30 postes de télévision pour faire communiquer des délégués qui s'entendaient parler à travers de minces cloisons. Les négociations avec la vidéo, ça pose des problèmes techniques. Et surtout, ça donne la possibilité à la direction, parce que c'est elle le maître d'œuvre, de passer la parole à qui elle veut, quand elle veut. Eh bien, c'est une des conditions que nous avions demandé, nous, la CFDT. Et donc, à partir de là, nous sommes logiques avec nous-mêmes et elle nous convient. C'est absolument aberrant. Maintenant, quant à la méthode pratiquée pour faire plaisir à certains, moi je la réprouve. C'est un gadget, mais il faut avouer que dans le cadre de la négociation, c'est quelque chose qui ne permet pas un véritable dialogue. Seule la direction a tous les interlocuteurs sous les yeux et c'est elle qui commande la parole aux uns et aux autres. Je crois que le système lui-même fonctionne à la satisfaction de tout le monde, c'est-à-dire que techniquement il est très au point. Apparemment, personne ne trouve que ce système fonctionne et on accuse la direction de manipuler les boutons à sa guise. Alors là, je ne peux pas accepter ça, non. Je crois que nous n'avons pas monté ce système nous-mêmes. C'est un système qui nous a été demandé et qui a été accepté avant que les négociations commencent. Donc nous manipulons les boutons à sa guise, nous donnons la parole à ceux qui le demandent. C'est tout. Bref, la vidéo négociation n'est pas encore au point. Elle coûtera pour ce seul week-end pas moins de 150 000 francs à Citroën. Son seul mérite, c'est d'avoir permis l'esquisse d'une discussion après 3 semaines de grève. À ce rythme un peu ralenti par la mise en scène, les négociations se poursuivront demain. La crise des Malouines, aussi plus que jamais entre la guerre et la paix. La guerre d'abord, les forces britanniques, après avoir bombardé une nouvelle fois la nuit dernière l'aéroport de Port Stanley, ont effectué tôt ce matin leur premier raid terrestre dans l'archipel. Très précisément ici, sur l'île de Pebble. Les commandos héliportés britanniques ont détruit au sol une dizaine d'avions argentins et un grand dépôt de munitions avant de rejoindre la force d'intervention. Il s'agit d'un raid et non pas d'une invasion, a pris soin de préciser le ministère de la Défense britannique. Manifestement, les Britanniques sont maintenant prêts à débarquer sur les Malouines, d'autant plus que le temps s'améliore. Mais la paix ne perd pas ses chances et le débarquement britannique paraît en fait suspendu au déroulement des contacts diplomatiques. Les 2 ambassadeurs britanniques à l'ONU et à Washington ont été rappelés à Londres pour consultation, un signe très encourageant selon le secrétaire général des Nations Unies. Côté argentin, on accuse les Britanniques de faire traîner les négociations. Le comité militaire, la plus haute instance de la junte, s'est réuni d'urgence ce matin. Nous serons solidaires de la Grande-Bretagne aussi longtemps que durera le conflit des Malouines. C'est à l'unisson que François Mitterrand et Helmut Schmitt, qui tiraient à Hambourg le bilan de la visite du président français, ont ainsi réaffirmé la solidarité européenne, ce qui n'a pas empêché M. Mitterrand de lancer quelques piques à la Grande-Bretagne pour son attitude dans les problèmes communautaires. À Hambourg, Michel Meyer. Détente, soleil, vieille pierre, dans les rues de Lübeck et de Hambourg, c'est le cadre d'une rencontre
qui existe pour renforcer l'amitié et l'intimité entre deux hommes d'État, de façon à ce qu'ils puissent mieux répondre aux grands défis de l'heure. C'est la lecture qu'il faut avoir de ce dialogue, de cette rencontre Schmitt-Mitterrand. Mais au-delà de ce dialogue, je crois que ce qui a frappé tous ceux qui ont observé cette présence de François Mitterrand à Hambourg, c'est la volonté du chef d'État français d'expliquer, de convaincre par rapport à sa politique. Je crois qu'il a réussi en ce qui concerne sa politique de sécurité, sa politique d'indépendance nationale. C'est un thème, c'est une politique qui impressionne toujours des Allemands divisés et toujours tentés par le neutralisme et le pacifisme. Les dominantes de cette rencontre, eh bien, ça a été la préparation du sommet économique de Versailles et bien entendu l'analyse de la crise des Malouines. Il n'y a pas dans cette affaire, en dépit de son aggravation, il n'y a pas d'autre règle que la fixation du droit qui vient d'être rappelée par le chancelier Schmitt. Bien entendu, ce droit butant sur une réalité qui le contrarie, nos pays ne peuvent que suivre avec la plus grande attention le déroulement du conflit. Mais dans l'état présent des choses, la solidarité à l'égard de la Grande-Bretagne justifie qu'il n'y ait pas de novation dans la position de la communauté. C'est demain ou lundi au plus tard que les ministres des Affaires étrangères des 10 se prononceront à Luxembourg sur le renouvellement des sanctions contre l'Argentine. En tout cas, les manœuvres européennes portent leurs fruits. La Grande-Bretagne a signifié aujourd'hui à Bruxelles qu'elle serait prête à accepter une réduction sur un an de sa contribution budgétaire. Le contentieux communautaire, les Malouines, les problèmes bilatéraux, autant de thèmes au cœur des conversations que les premiers ministres britanniques et français ont eu ensemble aujourd'hui à Édimbourg. Pierre Mauroy est en effet en Écosse où il rencontre Mme Thatcher pour la première fois dans le cadre des travaux du Conseil franco-britannique. À Édimbourg, Serge Misseret. Arrivé aujourd'hui à Édimbourg de Pierre Mauroy, accueilli par Margaret Thatcher, le Premier ministre est venu assister à la réunion annuelle du Conseil franco-britannique, un organisme dont le but est de resserrer les liens entre l'Angleterre et la France. Et c'est très précisément de cela dont il est question aujourd'hui. La France, dit le journal Financial Times, considère l'Angleterre comme le plus irritant de ses partenaires européens, et c'est vrai qu'elle n'est pas un partenaire très solidaire au sein de la communauté européenne, ont rappelé tour à tour hier le ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui le président de la République. Pierre Mauroy, qui dîne au moment où je vous parle en compagnie du Premier ministre britannique, Pierre Mauroy va donc évoquer avec Mme Thatcher la question de la contribution anglaise au budget de la communauté et le montant des prix agricoles. Jusqu'ici, l'Angleterre a systématiquement bloqué l'augmentation des prix agricoles, espérant obtenir en échange une minoration de sa contribution financière au budget de la communauté. Mais aujourd'hui, il y a la guerre des Malouines et l'Angleterre, qui a besoin de la solidarité des Européens contre l'Argentine, se trouve désormais au pied du mur. Il va lui falloir jouer franc jeu. Ce sont là des choses que l'on peut se dire, très courtoisement certes, entre premiers ministres. Pas question de dévaluer le franc à l'occasion d'un réaménagement des monnaies au sein du système européen. Le ministre de l'économie et des finances, Jacques Delors, l'a affirmé ce soir à France Inter. La crise de la culture, les dangers d'une liberté culturelle excessive, c'est le thème choisi par le pape aujourd'hui pour s'adresser aux intellectuels portugais réunis à l'université de Coimbra, l'une des plus anciennes universités d'Europe. Cet après-midi, le pape s'est adressé au monde ouvrier à Porto, la ville industrielle au nord du pays. Le souverain pontife doit quitter le Portugal ce soir, après une visite de 4 jours, marquée avant tout par une nouvelle tentative d'assassinat contre lui mercredi dernier à Fatima, où il était venu précisément remercier la Vierge de l'avoir sauvé. Plus de 3000 personnes ont été arrêtées en Pologne depuis le début du mois à la suite des incidents déclenchés à plusieurs reprises par les partisans de Solidarité. 3000 personnes, soit 3 fois plus que les autorités n'en avaient libéré fin avril, quand on croyait à un assouplissement de l'état de siège.
281 voix contre 162, le projet de loi sur l'audiovisuel a été adopté cet après-midi à l'Assemblée nationale. Seul le groupe socialiste a voté pour. Les communistes, comme on s'y attendait, se sont abstenus. Le RPR et l'UDF ont voté contre. Il aura fallu une trentaine de séances, une centaine d'heures de débats pour venir à bout de ce nouveau projet de réforme de l'audiovisuel qui va maintenant passer au Sénat à la fin du mois. D'après le projet, les journalistes de l'audiovisuel sont maintenant des journalistes comme les autres, soumis aux dispositions du Code du travail. Pour l'ensemble du personnel des sociétés de l'audiovisuel, il n'y aura ni licenciement, ni épuration, ni déportation forcée, a affirmé le ministre de la Communication. En revanche, le projet adopté définit un nouveau cadre au droit de grève à la radio et à la télévision. Ce journal a été préparé le dossier et il vous est Isabelle présenté Buchler. par des techniciens et des journalistes requis, et ce dans le cadre du programme minimum prévu par la loi. À la veille de son élection, François Mitterrand promettait enfin le respect du droit de grève des personnels radio-télé. En effet, depuis la loi de 1974, en cas de grève, les présidents de chaîne réquisitionnaient de manière autoritaire des catégories entières de personnel pour assurer le service minimum. En février dernier, Georges Filiou n'avait pas appliqué la loi de 1974, il s'en expliquait. Il y a une logique dont personne ne pourra nous ébranler, c'est que nous sommes pour le respect des droits des travailleurs et pour leur extension. Lorsque la droite a présenté cette loi au Parlement en 1979, nous l'avons combattue. Nous l'avons combattue parce que nous avons considéré qu'elle était contraire aux droits des travailleurs inscrits dans la Constitution, droit de grève, puisque ce texte, je le rappelle, permet aux dirigeants des chaînes de réquisitionner la totalité des personnels à leur complète discrétion. Donc nous avons combattu cette loi, je n'allais pas, en la circonstance, l'appliquer. Ce qui est modifié aujourd'hui, c'est que ne seront requis que les personnels nécessaires au service minimum, mais dans cette loi cadre, les modalités ne sont pas encore définies. À partir de là, on a dit qu'il convenait, c'est l'expression de la loi, de définir les contours d'un service minimum, pour à la fois que le droit de grève puisse s'exercer et pour que, d'autre part, la continuité du service public, dans un certain nombre d'exigences sur lesquelles il n'est pas possible de revenir, puisse être assurée. Eh bien, moi je fais totalement confiance au sens de la responsabilité des personnels de la radio-télévision nationale et de leurs organisations représentatives. C'est-à-dire que, voilà, on dit, il y a un service minimum qui n'est pas défini par la loi, mais qui va être défini par la négociation, par la discussion. Et dès la loi votée, on entamera ce genre de débat pour préciser les contours, dire qui, quoi, comment et dans quelles circonstances. Il n'en reste pas moins que pour les syndicats, le pas vers un droit de grève sans restriction n'est vraiment pas encore franchi. Nous disons que le droit de grève doit s'appliquer sans restriction aux travailleurs de la radio-télévision. Mais tout en considérant qu'un journal télévisé est nécessaire aux Français. Ça se négocie, ça, au coup par coup. Mais le droit de grève doit s'exercer sans restriction. Les journalistes de l'audiovisuel et leurs syndicats ont toujours demandé à être considérés comme des citoyens comme les autres, à pouvoir bénéficier du droit de grève qui est inscrit dans la Constitution. Et ce n'est pas au moment où M. Auroux présente son projet sur les droits nouveaux des travailleurs à l'Assemblée nationale que nous allons considérer normal qu'on ne puisse pas bénéficier du droit dont bénéficient tous les citoyens. Pour savoir quel type de programme sera diffusé en cas de grève, il faudra attendre une concertation tutelle-syndicat qui interviendra après la promulgation de la loi cet été. Une autre réforme sur le plan fiscal, cette fois, entre en vigueur, je vous l'annonçais hier, en ce qui concerne les grandes fortunes. Dans notre journal de 23h15, une édition spéciale sur ce thème avec le président de l'association des conseillers fiscaux. Le droit à la vie, non à l'avortement et à son remboursement, quelques milliers de manifestants ont défilé sous ces banderoles cet après-midi à Paris à l'appel des mouvements pour le respect de la vie. Au même moment, contre-manifestation du MLAC et du groupement des femmes qui tentaient de sensibiliser et d'informer un public bien différent. Très peu de vent, une chaleur un peu lourde pour la trentaine de coursiers des mers qui ce midi à La Rochelle ont pris le départ de la première transatlantique La Rochelle-La Nouvelle-Orléans. Monocoques et surtout multicoques vont rivaliser de vitesse sur près de 10 000 km de course, vraisemblablement en un mois pour les plus rapides. À La Rochelle ce matin, c'était vraiment la fête de la mer et de ceux qui en ont la passion, parmi eux Gilles Cosanet.
La Rochelle, paradis de la voile, on le savait depuis longtemps. Mais ce matin, le port charentais a aussi prouvé que la voile était un sport populaire. Des dizaines de milliers de spectateurs sont en effet venus voir les 31 voiliers participant à la course La Rochelle, la Nouvelle-Orléans. 1 heure avant le départ de l'épreuve, une immense flottille avait envahi le plan d'eau. Peu ou pas de vent, une chaleur très humide, un temps plus méditerranéen qu'atlantique. Au programme des concurrents, plus de 9000 km avec un passage obligatoire entre la Jamaïque et Porto Rico, 31 voiliers mais 18 multicoques, 12 trimarans, 5 catamarans et un prao, les plus belles unités de la course au large. Charente-Maritime, le régional de l'étape. Un catamaran ultra léger que Jean-François Fontaine et Pierre Folenfant voudront mener à la victoire. En cas de petit temps, ils sont en effet donnés grands favoris. Dans une mer plus difficile et un vent plus soutenu, le trimaran de Loïc Karadec et Philippe Fac aura une belle carte à jouer, tout comme les katas de Marc Pajot, de Bruno Perron et les trimarans de Philippe Poupon, Mike Birch et Alvard Mabir. Enfin, en cas de très gros temps, les grosses unités comme ce kata de Pierre Angliche seront à l'aise. Olivier de Kersauzon, sur son trimaran géant, pourrait aussi dans ce cas s'attribuer une victoire après laquelle il court depuis longtemps, arrivée prévue dans 20 ou 25 jours à la Nouvelle-Orléans. Bon vent. Cyclisme, c'est l'Australien Michael Wilson qui a remporté aujourd'hui la 2e étape du Tour d'Italie devant le Français Fignon. Fignon, coéquipier de Bernard Hinault, endosse le maillot rose de leader. Parlons chevaux maintenant avec vous, Pierrette Bresse. Il y a un tiercé demain, bien sûr. Alors, que va-t-il se passer à Longchamp? Eh bien, avec le retour du soleil, et surtout s'il n'y a pas trop d'orage, demain, la réunion de Longchamp devrait être superbe. La course vedette de cette journée sera le prix Lupin, un grand classique qui réunit les poulains, l'élite parmi les poulains de 3 ans. Les favoris seront Persepolis et Welchterm. Et puis, bien sûr, le tiercé qui se courra, lui, dans le prix Rieux-Sec, un grand handicap qui offre 130 000 francs aux vainqueurs, mais les amateurs ne sont pas nombreux à s'être présentés dans cette course, puisque 13 chevaux seulement sont engagés dans cette épreuve. Parmi eux, Rugien, le numéro 13, pourrait bien créer une surprise. Il sera monté par un jeune apprenti de talent, Éric Legris, que vous voyez ici, avec lequel Rugien vient de très bien couru à Saint-Cloud. Je suis 6e avec. Il m'a fait une belle course, il m'a repris. C'est dommage parce que jusqu'à l'entrée de la ligne droite, j'étais bien, puis comme c'est un cheval qui a qu'un train, il s'est fait un peu prendre de vitesse. Mais il a très bien fini. Il est un peu dur à monter, mais en principe, ça devrait aller, comme je le connais. Il est un peu froid, c'est ça? Oui. Vous l'avez toujours monté? Combien de fois vous l'avez monté? De l'avoir monté au moins 4-5 fois. Vous avez déjà gagné avec lui? Non, j'ai pris des places avec. Pour le tiercé dimanche, comment vous pensez que ça va se passer? Parce que le lot est petit, enfin il y a 15 chevaux seulement. Oui. En principe, je devrais prendre une place avec, ou alors essayer de gagner quand même. Vous pensez pouvoir gagner? Oui, quand même, j'ai une chance. Voici maintenant la sélection que je vous propose avec en tête de mon pronostic Mulberry, le numéro 2, monté par Alfred Gibert. Le Bravo, un cheval d'été qui aime le terrain léger et le soleil. Croissant chaud, après un passage sur les obstacles, il peut se révéler en plat. Ensuite, attaché de presse, le numéro 3. Fac, le numéro 1. Jeu débattu, le 5. Rosewood, le numéro 10. Voilà, il porte donc le numéro 2, 12, 8, 3, 1, 5 et 10. Bien, venons-en maintenant au grand événement sportif de la journée, la finale de la Coupe de France de football qui a commencé au Parc des Princes il y a près d'une demi-heure en présence du président Mitterrand, de Jacques Chirac et de nombreuses personnalités. Ce sont les deux clubs les plus populaires qui s'affrontent, Saint-Étienne et Paris Saint-Germain. Pour les Parisiens, c'est une grande première qui a lieu de surcroît sur leur pelouse du Parc. Pour les Stéphanois, c'est peut-être l'occasion de faire un doublé puisqu'ils ont déjà soufflé à Monaco le titre de champion de France. Alors en toute dernière minute, où en est-on, Jean Mamère ? Eh bien, après une demi-heure de jeu entre le Paris Saint-Germain, donc en blanc sur votre écran, et Saint-Étienne en vert, traditionnellement, 0-0 toujours dans cette 65e finale de la Coupe de France. Un match tendu, mais un match correct de part et d'autre. Les meilleures actions sont pourtant à mettre à l'actif depuis ce début de rencontre, à l'actif des Parisiens, notamment sur un tir très puissant à bout portant de Rocheteau qui a été bloqué in extremis par Castaneda. Ce match, vous le disiez, est important pour les Parisiens,
car s'ils remportaient cette finale, eh bien ils auraient le droit de disputer la saison prochaine une Coupe d'Europe. C'est, je le rappelle, la première finale disputée ce soir par les Parisiens. C'est un club jeune, il a été créé en 1974 par Daniel Echter, puis repris aujourd'hui par le président Borelli. Pour les Stéphanois, ce serait un titre qui leur manque, puisque celui de champion de France leur a été soufflé lors de la dernière journée du championnat par Monaco. Mais les Stéphanois, eux, sont d'ores et déjà assurés de jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Que dire d'autre que ce soir Platini est très marqué et on le comprend. Et puis il y a tout de même un atout, et pour conclure, pour ces Parisiens, c'est qu'ils n'ont jamais perdu en championnat sur leur pelouse face à Saint-Étienne. Oui, Dieu merci, Jean Mamère a rectifié mon propos, c'est bien sûr Monaco qui est champion de France. Alors le temps maintenant, le beau temps et même la canicule qui ont l'air de vous réjouir, Alain Gillot-Pétré. Eh oui, parce que le beau temps et la canicule étaient prévus, mais nous avons surtout en ce moment un temps de record. Prenons l'exemple de Paris, c'est le plus révélateur. Paris depuis le début du mois de mai. Eh bien voilà, samedi dernier, samedi 8, il faisait 8 degrés. Il n'avait jamais fait aussi froid à Paris. Mais aujourd'hui, c'est à Paris, en France, qu'il faisait le plus chaud, 28 degrés 8, record battu. Le précédent record, c'était 28 degrés 5 en 1883. Faites la différence, cela fait 20 degrés 8 de plus d'un samedi sur l'autre. C'est à n'y plus rien comprendre. Alors, ça ne va pas durer parce qu'il y a quand même pas mal de nuages. Il y a un orage à Paris tout à l'heure. Mais enfin, ça restera chaud demain. Et le temps est très compliqué. Je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Sur l'est du pays et le sud-est, c'est toujours du temps beau, chaud et sec, avec tout de même quelques orages isolés, surtout sur les reliefs, sur les Vosges, les Alpes et l'est du Massif central. Du nord au bassin parisien et à l'Aquitaine, davantage de nuages avec des orages plus fréquents, mais tout de même de belles éclaircies. Sur le Languedoc-Roussillon, un phénomène assez ennuyeux, des stratus et des stratocumulus, c'est de l'air humide qui pénètre sur la côte et qui donne des nuages bas qui voilent le soleil. Tandis que sur l'ouest, arrivée d'une très faible et très petite zone pluvieuse qui sera tout de suite suivie d'éclaircies. Donc c'est tout de même pour demain, dans l'ensemble, du beau temps. Les températures sont en baisse en général, mais quelle baisse! De 20 degrés, c'est le minimum, à 27 degrés à Montélimar et Strasbourg. Ce sont des températures tout de même très convenables. Attention, si bien entendu il pleut, s'il y a des nuages ou s'il y a un orage, il faudra retirer 4 à 5 degrés à ces températures-là. Mais c'est quand même chaud. Demain dimanche, 16 mai, 2 minutes de soleil supplémentaire, levé 6h10, couché 21h25. C'est également le dernier quartier de lune. C'est la fête de Saint-Honoré, qui est le patron des boulangers, ce qui vous explique l'existence de ce merveilleux gâteau à base de pâte à choux et de crème chantilly. Je ne l'ai pas vu. À 23h15, Jacques Merlino et une spéciale sur l'impôt sur les grandes fortunes. Demain, Bernard Langlois nous fera rire avec le concours de Fonds et Val. Je vous rappelle l'essentiel de l'information ce soir. Nouveau raid britannique au Malouines, toujours l'espoir d'une solution négociée. La France et l'Allemagne restent solidaires de la Grande-Bretagne, déclarent ensemble François Mitterrand et Helmut Schmidt. Le projet de loi sur l'audiovisuel a été adopté à l'Assemblée nationale. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 20h et pour nous quitter, un moment de fantaisie et de chansons avec Elton John qui est à Paris pour un concert et qui s'est confié à Patrice Pellet et Patrick Voix. Bonsoir. Elton John, 35 ans, un talent hors du commun. Les disques d'or, il les collectionne par dizaines pour en avoir vendu des millions. Ce fils de militaire commence à jouer du piano à l'âge de 4 ans. Adulé au sommet de son art, il cherche maintenant une autre voie. J'ai pris le parti de faire une séparation entre le travail et ma vie privée. Autrefois, la musique prenait tout mon temps. Depuis quelque temps, j'ai décidé de faire beaucoup d'autres choses. Il semble qu'après avoir utilisé toutes les extravagances, vous soyez assagi. Est-ce que l'on peut penser qu'un jour Elton John finira comme un homme d'affaires ou un séminariste, par exemple? Je suis déjà un homme d'affaires. Je suis président d'un club de football.
On peut donc me considérer comme un businessman. Je ne vois pas me retirer dans un endroit tranquille. Je me suis beaucoup calmé. Il faut dire que si je suis un homme d'affaires, ce n'est pas à titre privé, mais pour les autres. La chose la plus importante au monde pour vous, qu'est-ce que c'est? Les choses les plus importantes sont le club de football et mes amis. Pour moi, c'est l'essentiel. When I'm by